La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 16 janvier 2026. Le titre, c'est La folie des puces reprend et ce qui est petit est mignon. Vous allez comprendre pourquoi. À l'aube de la première séance de compensation de l'année, puisque nous sommes déjà le 3e vendredi du mois, les investisseurs sont encore en train de balbutier leur stratégie 2026. Ils cherchent des alternatives aux géants de l'IA, mais ils restent quand même amoureux des semi-conducteurs, comme cela s'est encore vu hier. Les petites valeurs américaines, les marchés émergents et même l'Europe gardent pour leur part le vent en poupe. Chaque début d'année, c'est toujours un petit peu la même chose, les investisseurs testent leur stratégie et ça aboutit parfois à des séances qui manquent de cohérence. Hier, la journée a été marquée par un ascenseur émotionnel dans le secteur du luxe et par une nouvelle ruée sur les semi-conducteurs après l'annonce d'importants investissements du géant des puces taïwanais TSMC. Je vous rappelle que la plupart des machines électroniques du monde ne fonctionneraient pas sans TSMC, c'est dire le poids du groupe et son influence quand il se montre optimiste et qu'il annonce des investissements colossaux. Alors qui dit accroissement des capacités de production dit achat de machines pour produire des puces, c'est la raison pour laquelle les plus fortes hausses de la veille ont concerné le microcosme des industriels qui fabriquent des équipements de ce type, notamment les Européens ASML plus 6%, BE Semiconductor plus 7,5%, ASM International plus 11% et VAT Group plus 16%. On a aussi les Américains KLA plus 7,7% et Applied Materials plus 6% qui ont très bien performé. Ces entreprises ont tracté un secteur technologique qui n'était pas si fringant que cela par ailleurs. Le Nasdaq 100 a d'ailleurs terminé en hausse relativement modeste de 0,3%, c'est même sa hausse la plus faible de la journée. L'indice technologique affiche un laborieux plus 1,2% depuis le début de l'année, on en a déjà parlé hier, la star du moment c'est le Russell 2000 qui suit les petites valeurs US, plus 7,8% en 2026 après une nouvelle progression de 0,9% hier. En Europe, le Stoxx Europe 600 va plutôt bien, il a même claqué un nouveau record hier soir à 615 points, bien aidé il faut le dire par le bond de 6% de son plus gros composant qui n'est autre qu'ASML. Alors c'est plutôt anecdotique mais le CAC 40 français, lui, il vient d'enchaîner 4 séances consécutives de baisse, anecdotique parce que la variation la plus intense date de la veille avec moins 0,21%, mais pas totalement anodin quand même parce qu'une partie du marché s'attendait à ce que les résultats du Suisse compagnie financière Richemont tractent tout le secteur du luxe. En fait, l'illusion n'aura duré que quelques dizaines de minutes hier matin, mais l'enchaînement mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Richemont, qui est la maison mère d'une palanquée de marques de joaillerie connues comme Cartier et Van Cleef, a annoncé avant l'ouverture hier matin une croissance organique de 11%. Alors il y a 5 ans, en plein boom du luxe, le chiffre aurait été considéré comme décevant, mais depuis que le secteur souffre, de tels niveaux sont devenus plutôt rares, donc la réaction initiale a été très positive. En préouverture, les algos sont même excités et l'action gagnait plus de 10%, mais le soufflet est rapidement retombé, plus 2% seulement dès l'ouverture et moins 2,4% à la clôture. La raison, le groupe a laissé entendre que ses marges vont souffrir de la flambée des cours de l'or. 11% de croissance, c'est super, mais l'or a quand même bondi de 65% l'année dernière. Alors bon, bien sûr, Richemont n'achète probablement pas son or sur le marché spot, mais l'ampleur de la hausse se répercutera à un moment ou à un autre. La société genevoise a pudiquement souligné dans son communiqué que, je la cite, la poursuite de la hausse du prix des matériaux continue à peser sur les marges. Et finalement, donc, les gains initiaux se sont évaporés dans tout le secteur, envoyant Kering à moins 3% et LVMH à moins 2% hier, et donc le CAC 40 à moins 0,2%, un petit peu à contre-courant de la moyenne européenne. Un autre secteur qui a pesé hier à Paris, c'est celui de la défense. Alors après un début d'année tonitruant, le compartiment a pris le temps de souffler. Thales a même perdu 3% hier, parce qu'en plus de subir des dégagements après les gros gains accumulés en quelques séances, l'action a été pénalisée par le placement d'un gros bloc de titres. Ces opérations, je vous le rappelle, sont réalisées avec une décote pour séduire les investisseurs, ce qui pèse mécaniquement sur les coûts. Cette incursion dans le secteur de l'armement me donne l'occasion ce matin d'aborder une histoire un petit peu singulière qui s'est produite à la fin de l'année dernière et qui illustre parfaitement le poids des mots. Alors pour être honnête, je rends à César ce qui lui appartient, elle a été relatée par l'équipe d'Alphaville dans le FT plus tôt dans la semaine, et la voici donc en fin d'année dernière quand il a fallu trouver des sous à mettre en face des promesses de dépenses militaires que les dirigeants européens ont multipliées, tout le monde a commencé à gratter les fonds de tiroir, c'est logique. Parmi les pistes possibles figurait celle de faciliter l'accès des fonds ESG au secteur de la défense. En effet, le cadre de la finance durable européenne excluait les entreprises impliquées dans des activités liées à des armes controversées, et bien désormais
désormais, il exclut les entreprises impliquées dans des activités liées à des armes interdites. La différence entre controversée et interdite, eh bien, c'est essentiellement la bombe. Dans la nomenclature issue des traités internationaux, les armes interdites sont les mines antipersonnelles, les munitions à sous-munitions, les armes biologiques et les armes chimiques. Les armes controversées, elles, sont celles à base d'uranium appauvri, de phosphore blanc et le nucléaire. L'arme nucléaire peut donc faire son entrée dans les fonds ESG, si leurs critères sont mis à jour bien sûr, plutôt dans ceux de l'article 8, c'est-à-dire les fonds qui intègrent des critères ESG sans objectif durable contraignant, que dans ceux de l'article 9 qui, eux, ont pour objectif principal l'investissement durable, ou alors ça risque de se faire au forceps. En tout cas, l'histoire ne dit pas si les gains des entreprises européennes de défense du début de l'année 2026 ont été renforcés par cette nouvelle réglementation. Le bureau d'études Jefferies rappelle que la modification remet quand même en selle quelques entreprises qui ont un lien avec l'armement nucléaire, notamment le britannique Rolls-Royce, qui s'occupe de propulsion des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins britanniques, les entreprises Leonardo et Airbus qui sont actionnaires de MBDA, le missilier qui fournit l'arsenal nucléaire français, ou même Safran qui via Ariane Group participe aussi au programme nucléaire militaire français. Du côté de Thales, eh bien on ne produit pas d'armes nucléaires, mais le groupe est exposé en tant que fournisseur important de matériel pour l'armée française. L'entreprise la plus concernée, pour l'anecdote, c'est l'entreprise américaine General Dynamics. Elle est à la fois exposée au phosphore blanc, à l'uranium appauvri et aux armes nucléaires. C'est un peu un grand chelem. Alors reste à trancher bien sûr la question fondamentale, savoir si les armes nucléaires sont un vecteur de durabilité. Les événements actuels peuvent laisser penser que oui, du moins tant qu'elles ne sont pas utilisées. Voilà, vous savez maintenant qu'il pourrait y avoir davantage d'armement dans vos fonds ESG à côté de la ligne Total Energy par exemple. Pour clore cette longue digression, j'ajoute qu'il faut regarder aujourd'hui les grosses technologies américaines après que Donald Trump a laissé entendre qu'il songe à faire supporter le coût de l'accroissement du prix de l'énergie à ces entreprises. Côté Japon, le débat continue sur une intervention ou pas pour soutenir le yen, et sur le front des matières premières, la désescalade présumée des tensions en Iran fait baisser le pétrole, tandis que la spéculation est un petit peu retombée sur les métaux industriels et les métaux précieux. Ils restent toutefois assez proches de leur record récent. Il y aura peu de résultats d'entreprises marquants aujourd'hui, en attendant une accélération notable la semaine prochaine. On aura par exemple BHP, Netflix, Rio Tinto, G&G, Visa, voire LVMH, même si le groupe de luxe n'a pas encore confirmé sa date de publication. Dans la zone Asie-Pacifique, l'Australie vient de boucler une 5e séance consécutive dans le vert, plus 0,5%. En Corée du Sud, c'est encore mieux, 11e séance de rang de progression. L'Inde et Taïwan évoluent également dans le vert. C'est plus compliqué au Japon, le Nikkei 225 a reculé de 0,3% ce matin pour la dernière séance de la semaine. La Chine et Hong Kong évoluent en léger repli. Les indicateurs avancés européens sont plutôt hésitants en ouverture de cette séance de compensation. Dans l'actu des sociétés en France, Alstom va fournir une nouvelle flotte de métro pour le réseau de métro de Toronto dans le cadre d'un contrat de 1,4 milliard d'euros. Carrefour et Lidl pourraient être intéressés par la mise en vente de la filiale française d'Aldi selon la lettre. Le groupe ADP enregistre une hausse de son trafic passager de 4,2% en 2025. Ipsos a annoncé que son président Didier Truchot quittera ses fonctions fin février pour raison de santé. Il sera remplacé par Laurence Stockley. On signale aussi un nouveau président du conseil chez Rocktool et on a des petites actus du côté de Teract, de DroneVolt ou encore de Neovax. Du côté de l'agenda des publications depuis hier soir, Damartex, Biocinex, Audacia, Monaki, Maconta ou encore Pullup. Ailleurs en Europe, Equinor annonce qu'Empire Wind a obtenu une injonction préliminaire autorisant la reprise des travaux de construction offshore aux États-Unis. Swissquote enregistre un bénéfice avant impôt proche de 420 millions de francs en 2025. Les revenus de Colten ont baissé l'année dernière. Worthington Steel va racheter l'allemand Klockner à 11 € par action dans le cadre d'une offre publique amicale. Havas a remporté le contrat cadre de communication de la Commission européenne. Interroll annonce des changements au sein de sa direction et le groupe DEM reçoit son deuxième navire d'installation d'éoliennes. En Amérique du Nord, la Maison Blanche prendrait donc des mesures pour faire payer aux géants de la technologie la hausse des coûts énergétiques selon Bloomberg. Amazon conteste la faillite de Saks et envisage des recours après une perte d'investissement de 475 millions de dollars. Ford et BYD seraient en pourparlers pour des batteries de véhicules hybrides après l'effondrement du marché des véhicules électriques selon les infos du Wall Street Journal. Chevron prend une décision finale d'investissement concernant le projet d'expansion du projet gazier Léviathan en Méditerranée et la commission californienne s'apprête à approuver l'acquisition de Frontier Communications par Verizon. Dans le reste du monde, Mitsubishi Corporation va racheter le producteur américain de gaz de schiste Aethon pour 5,2 milliards de dollars. Mitsubishi UFJ Financial va rejoindre les rangs des établissements agréés par les courtiers de la Fed de New York, l'un des clubs les plus exclusifs du marché obligataire, et TSMC va donc investir lourdement, notamment aux États-Unis. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine, je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end.